pouvoir reprendre pour les gens qui sont encore debout. C'est gentil. On va pouvoir commencer cette deuxième table ronde de la matinée pour évoquer la stratégie européenne de la donnée. En effet, à l'instar du RGPD, donc du Règlement de protection des données personnelles en 2016, l'Europe s'empare de la question des données, notamment de sa sécurité, de sa diffusion, de son accès, de sa gouvernance, avec l'émergence de 3 textes majeurs: le Data Governance Act, le Data Act et l'IA Act. En effet, l'une des 6 priorités que s'est fixée la Commission européenne pour la période de 2019-2024, c'est le développement d'une Europe adaptée à l'ère du numérique. Et à ce titre, il y a plusieurs actions qui sont mises en place, notamment le développement d'une stratégie européenne de la donnée. Alors, pour parler de ce sujet ce matin, nous avons 2 invités. Thomas Menant, qui est le fondateur de France Connect, qui est la solution d'identification et d'authentification utilisée en France pour sécuriser et simplifier la connexion à plus de 1400 services en ligne. Il a par la suite rejoint le pôle juridique de la Direction interministérielle du numérique, la DINUM, pour assurer la conformité des chantiers de transformation numérique et concrétiser une vision juridique de la transformation numérique publique ouverte en participant à un certain nombre de débats au niveau national et européen. Il fut ensuite chargé de concourir à la définition de la stratégie de circulation des données pour Etalab. Et actuellement, Thomas est associé au sein de la société Numéricité, un collectif composé d'experts qui réunit des ex-agents de la fonction publique, des data scientists et de profils exécutifs. Et il poursuit l'appui opérationnel de la circulation des données entre acteurs publics dans des projets de transformation numérique d'envergure pour Expertise France ou encore le FMI. Merci d'être parmi nous, Thomas. Et nous avons Jacques Priol, ancien dirigeant territorial, qui a fondé en 2016 le cabinet Civiteo, dont il est le président. Expert en gestion des données publiques, il préside l'Observatoire Data Publica et intervient auprès de diverses institutions françaises ou internationales. Il est expert associé auprès du Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle. Jacques est auteur de nombreux articles et ouvrages sur la gestion des données publiques. Il a publié en 2017 le Big Data des territoires aux éditions FIP et en 2020 Ne laissez pas Google gérer nos villes aux éditions de l'Aube. En 2021, il a coécrit et coordonné la production du rapport remis au gouvernement français de la Smart City à la réalité des territoires connectés, qui dresse un panorama inédit des usages de la donnée dans les territoires. Et en 2022, il a rédigé pour l'Institut français des relations internationales une note d'étude intitulée « Ni surveillance ni consumérisme algorithmique vers un modèle européen alternatif pour les villes intelligentes ». Tout un programme. Merci Jacques Priol d'être parmi nous. Alors la première question ce matin qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'Europe s'en mêle ? En quoi cette instance est-elle pertinente pour réglementer les échanges et la mise à disposition des données ? Et pour répondre à cette première question, je me tourne donc vers Jacques Priol. Merci Laurie, merci de votre accueil et puis bravo pour cette initiative à la région, à l'Institut, pour cette semaine de la donnée. Ravi de venir vous parler de ce sujet de l'Europe. Vous avez quasiment tapé juste à quelques jours près en matière de date, puisque le Data Governance Act, l'un des 3 textes qui font partie de ce paquet dont on va parler ce matin, est entré en vigueur en application le 24 septembre, il y a quelques jours en arrière.
Alors pourquoi est-ce que l'Europe se préoccupe de ces questions et tu as cité, et je te remercie, l'étude que nous avons publiée l'année dernière à la demande de l'Institut français des relations internationales. Et je vais essayer de prendre de la distance par rapport au texte juridique. On y reviendra peut-être tout à l'heure pour essayer de comprendre d'abord quelle est la vision stratégique. Qu'est-ce qui conduit l'Europe à se préoccuper de façon globale de nos données, des données publiques, des données privées, avec, vous allez le voir, un certain nombre de dimensions auxquelles on ne pense pas toujours. Je vais partir des villes, partir des territoires à travers cette étude dont tu as rappelé le titre, ni surveillance, ni consumérisme algorithmique. On peut aussi le dire autrement. Il y a des modèles de gestion de données qui nous font les poches, c'est-à-dire que la donnée sert à quantifier, mesurer de la consommation. Et la consommation, ça peut être un acte d'achat, mais ça peut être aussi des attitudes en tant que citoyen dans l'espace public, par exemple, j'y reviendrai. Et puis des modèles qui utilisent la donnée pour nous mettre sous surveillance. Et on a tout de suite en tête des exemples, et on pense à la Chine évidemment, mais ça n'est pas que la Chine. On peut penser au projet de ville Google à Toronto il y a quelques années en arrière au Canada. L'Europe se préoccupe de ces questions avec plusieurs objectifs qui s'additionnent, qui ne sont pas toujours simples à concilier d'ailleurs. Il y a un objectif, évidemment, de créer quelque part un espace dans nos pays européens de protection renforcée de la vie privée. C'est notamment le RGPD, je vais y revenir, ce n'est pas qu'un règlement, ce ne sont pas que des processus à appliquer, que l'on soit acteur public ou acteur privé, c'est une véritable philosophie, ça a des impacts aussi économiques, des impacts stratégiques et des impacts politiques. C'est aussi l'idée que la donnée doit être, pour une part, mise au service de l'intérêt général. Je vais y revenir parce que c'est probablement un des axes majeurs de notre table ronde et un des sujets les plus impactants pour les territoires de ce qui est en train de se préparer en termes de textes européens. C'est aussi inventer une nouvelle forme de marché de la data. Je vais y revenir. L'économie de la donnée est une économie dont l'Europe a failli se faire sortir d'une certaine façon. Et quand on écoute le commissaire européen Thierry Breton en parler, on voit bien que derrière un ensemble de principes positifs, comme par exemple l'idée de protéger la vie privée des Européennes et des Européens, il y a aussi l'idée d'imposer un modèle qui ne laisse pas libre cours à des plateformes gigantesques qui de par leur gigantisme, ne sont plus en capacité d'assurer une traçabilité d'un certain nombre de données et d'assurer une protection de la donnée personnelle. Et on le voit à travers aujourd'hui un certain nombre de sanctions prononcées par les CNIL européennes, on va dire ça comme ça, que beaucoup se font rattraper par la patrouille. Mais tout ça, ça n'est pas qu'une somme de bonnes intentions. C'est aussi une vision globale, une vision stratégique qui renvoie à des enjeux géopolitiques, politique, économique. Et je vais partir des villes pour l'illustrer. Les smart cities, les villes intelligentes, les territoires intelligents. Il y a des modèles dont on a tous entendu parler. Il y a quelques années, c'était d'ailleurs même tout à fait à la mode quand on était en Europe, les Français comme les autres, d'aller par exemple voir ce qui se passait à Singapour. Aujourd'hui, les sujets se sont un petit peu déplacés. Aujourd'hui, il y a Neom, avec The Line en Arabie Saoudite, des projets gigantesques dont on a peut-être vu les publicités, les clips absolument bluffants, mais aujourd'hui ça ne sont pas que des publicités, que de la com et que des clips, c'est des projets qui commencent à sortir de terre avec des réalisations technologiques certainement bluffantes d'un point de vue technologique, avec d'ailleurs beaucoup d'entreprises européennes qui courent y développer un certain nombre de choses. On a en tête des choses qui, évidemment, se déploient aujourd'hui dans un nombre de villes de plus en plus importantes en Chine. On peut avoir en tête, j'y reviens en quelques minutes, sur le projet de ville Google à Toronto qui a fait couler beaucoup d'encre en 2018, 2019, 2020. Projet triplement étonnant, d'abord très étonnant de par simplement la situation. Là, on n'est pas sur du zéro artificialisation nette qui serait en péril, on est sur une friche industrielle au plein cœur de la capitale et de la plus grande ville, la capitale économique et de la plus grande ville canadienne, sur les bords du lac Ontario, donc une friche de 72 hectares qui correspond aux anciens docks, à l'ancien port. Un opérateur qui a été choisi par les acteurs publics qui ont fait venir le groupe Alphabet et une filiale sœur de Google, en l'occurrence
Sidewalk pour venir développer ce projet, et un investissement privé tout à fait conséquent de 50 millions de dollars pour essayer d'imaginer une ville du futur dont le pilotage et la gouvernance reposaient essentiellement, pas que, contrairement à ce qu'on a peut-être pu dire de façon caricaturale, mais essentiellement sur de la donnée, et un projet, on va dire, sous gouvernance algorithmique, bluffant à bien des égards. Alors vous savez que ce projet n'a pas vu le jour, c'est Google qui s'en est retiré, c'est pas la ville de Toronto qui a dit stop, le gouvernement fédéral canadien avait émis un certain nombre de réserves, la province de l'Ontario avait émis un certain nombre de réserves, des mouvements citoyens s'étaient opposés à ce projet, mais on pourra y revenir, c'est des choses tout à fait intéressantes qui nous ont fait réagir, y compris ici en Europe, et qui ont fait réagir également sur le continent nord-américain. Des villes comme Boston et Montréal, par exemple, aujourd'hui développent des projets de territoire avec une gouvernance et un pilotage par la donnée dont les principes, les ressorts, la philosophie sont l'exacte antithèse de ce qu'était le projet de Toronto. On parle d'autres endroits aujourd'hui c'est d'autres endroits dans lesquels il y a des enjeux de développement de modèles. On peut penser à l'Afrique, où on a aujourd'hui 2 ou 3 modèles de villes intelligentes, de territoires intelligents, voire de modélisation numérique de pays, ou en tout cas de zones géographiques très importantes dans de nombreux pays, qui s'affrontent. On a une percée extrêmement forte du modèle chinois dans un certain nombre de pays et de villes. On a des entreprises américaines qui déploient des infrastructures, et on a également un certain nombre d'entreprises françaises et européennes qui essayent de déployer en Afrique un modèle de Smart City, et j'y reviens, excusez-moi, la boucle a été un petit peu longue, inspiré du modèle européen et inspiré des réglementations dans lesquelles nos entreprises apprennent à développer un usage de la donnée au service du pilotage des fonctions urbaines. C'est-à-dire que lorsqu'on invente, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure à travers des exemples très concrets, lorsqu'on invente des dispositifs qui par construction sont protecteurs de la vie privée, eh bien on peut trouver à les commercialiser dans des pays, sur des continents dans lesquels le RGPD n'existe pas. J'y reviendrai, c'est quelque chose de tout à fait intéressant, et économiquement c'est aussi un pari qui est fait par l'Union européenne. L'Union européenne, à travers sa stratégie de la donnée dans la globalité, elle défend plusieurs principes. La protection de la vie privée, évidemment, on le sait. Je m'y arrête quand même une seconde. Le RGPD, il sert d'abord à protéger nos vies privées. Mais le RGPD, ça va au-delà de ça, et je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, l'impact du RGPD sur les systèmes numériques mondiaux va bien au-delà de ce qu'on avait imaginé au départ. Lorsqu'on s'appelle Microsoft et que l'on veut déployer Microsoft 365 et qu'on veut y intégrer un outil qui s'appelle Copilot, qui est un dérivé de ChatGPT dans nos logiciels, et que le déploiement de Copilot est bloqué en Europe parce qu'il n'est pas compatible avec le RGPD, que Microsoft travaille à déployer une version de Copilot qui soit compatible avec le RGPD, il y a fort à parier, parce qu'ils l'ont fait pour d'autres modules, qu'au final, ça sera la version RGPD compatible qui sera déployée dans le monde. Il y a un essaimage d'un certain nombre de principes et d'un certain nombre de règles juridiques voulues sur ce grand marché qu'est l'Europe, qui n'est pas le plus grand marché du monde, mais qui est quand même un grand marché. Économiquement, ça représente des enjeux tout à fait significatifs. Et on va trouver aujourd'hui des choses qui ont été conçues sous RGPD, qui trouvent à se diffuser de par le monde. Il y a aussi une autre idée, et on va le retrouver dans les paquets législatifs dont on va se parler dans cette table ronde, de créer quelque part un espace pour des données qui relèvent de l'intérêt général, avec 2 blocs. D'abord, les données qui sont produites par l'action publique, et vous l'avez évoqué dans la table ronde tout à l'heure, des données autour des systèmes de santé, des données autour de la mobilité, des données autour de l'environnement, de la lutte contre le changement climatique, qui sont produites par l'action publique, qui ne sont pas pour autant toutes mises dans le domaine public, pas toutes soumises à des obligations d'open data, et ça, on va l'avoir en œuvre dès maintenant avec le Data Governance Act. C'est l'idée qu'il y a de la donnée publique qui a un statut un petit peu hybride et dont il faut s'assurer qu'elle sera utilisée par le plus grand nombre dès lors que c'est au service de l'intérêt général. Et puis il y a l'inverse. Il y a l'idée que pour mener des politiques publiques, il faut aussi garantir aux acteurs publics qu'ils puissent accéder à de la donnée privée dès lors qu'elle revêt un caractère d'intérêt général. J'y reviendrai parce que c'est un débat qu'on connaît depuis longtemps en France, sur lequel on s'est cassé les dents à plusieurs reprises. Et si ça vous intéresse, on en fera rapidement l'historique pour voir où est-ce que l'Europe nous amène. Et moi, je pense personnellement que l'Europe va nous amener dans les mois qui viennent à franchir une étape que nous n'avons pas su, d'un point de vue réglementaire et législatif, gérer entre nous en France avec une vision très française du sujet. Et puis, il y a un dernier point très important, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, c'est que derrière l'ensemble des démarches européennes, il y a une volonté de souveraineté.
Et cette souveraineté, elle s'entend de plusieurs manières. Il y a, moi j'aime souvent dire que la souveraineté en matière de data, elle s'exerce à 3 niveaux. Elle s'exerce d'abord au niveau des données personnelles. C'est un petit peu l'idée, je caricature volontairement le propos, mais que si les données des habitants et des visiteurs, d'ailleurs, les données personnelles collectées en Europe, si elles restent sur le sol européen, elles sont protégées par le RGPD. Comment est-ce qu'on s'assure qu'elles ne sortent pas du sol européen sans contrôle, ou qu'elles ne sortent pas du tout d'ailleurs, tout simplement? C'est peut-être aussi un axe de travail. En tout cas, beaucoup de territoires y réfléchissent aujourd'hui. La deuxième forme de souveraineté, c'est ce que j'appelle pour ma part la souveraineté publique. C'est comment est-ce qu'on s'assure que les acteurs publics qui ont la charge d'une mission de service public conservent ou reprennent le contrôle des données qui sont produites et alimentent les politiques publiques, faute de quoi le danger est celui de perdre le contrôle des politiques publiques. Et puis il y a ensuite une question de souveraineté économique européenne, stratégique, géopolitique européenne, et c'est pour ça que l'ensemble des dispositifs qui se mettent en place vont nous conduire à évoquer, et j'en termine là pour ce propos liminaire, la notion d'espace de données européen, qui est extrêmement importante. C'est l'idée qu'on puisse, à travers une combinaison de législation, réussir à faire émerger des espaces de données qui peuvent être territoriaux, qui peuvent être nationaux, mais qui doivent être à terme européens, qui vont être d'une certaine manière le socle, le support, y compris d'un point de vue technologique. On pourra le détailler concernant les territoires intelligents dans quelques minutes. Le support alternatif à des grandes plateformes de données dont les modèles sont connus et dont les modèles ne nous font pas envie. En tout cas, ce n'est pas du tout l'intention du législateur. Donc il s'agit à la fois de concurrencer ces grands modèles, mais aussi de créer des espaces dont on ait la maîtrise, dans lesquels on pourra, par exemple, entraîner des intelligences artificielles européennes destinées à être déployées ensuite sur le sol européen. Merci Jacques. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quels sont les grands principes, et notamment du Governance Data Act? Alors, très rapidement, un schéma rapide. Alors, c'est une interprétation. Le Data Governance Act est pour l'instant un règlement assez large, dont le mode d'emploi ne nous est pas tout à fait livré. Et j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. Il se trouve que nous avons un texte en cours d'examen aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui va mettre en œuvre certaines de ces dispositions et qui ne nous livre pas non plus le mode d'emploi, ce qui est un petit peu agaçant à certains égards. De quoi est-ce qu'on parle? On parle, sur le schéma qui est présent ici, d'un volet spécifique du Data Governance Act, qui est celui de l'altruisme des données, qui intéresse beaucoup les territoires. Qu'est-ce que c'est que cette notion d'altruisme des données? Alors l'altruisme, pour nous, Français, c'est un peu compliqué parce que c'est plus un principe philosophique qu'un terme juridique. Et pourtant, ce terme va rentrer dans la loi. C'est l'idée qu'il y a d'abord plusieurs catégories de données qui peuvent être utiles à la mise en œuvre de politiques publiques ou à la mise en œuvre de missions d'intérêt général, qu'elles soient menées par des acteurs publics ou des acteurs privés. Il y a d'abord les données publiques qui sont soumises à des obligations d'open data. On en connaît le périmètre, on sait qu'on est loin du compte en termes de mise à disposition de données, mais on voit à peu près ce que ça recoupe. Et en France, pour le coup, on est un des seuls pays à avoir un texte qui prévoit que cette mise à disposition, elle est prévue par défaut. Il y a ensuite des données publiques qui n'ont pas nécessairement vocation à être mises en open data parce que granularité trop fine, parce que, et donc risque d'identification, parce que protégées par des droits divers, secret des affaires ou autres, parce que liées à des projets qui sont en cours et les données qui sont soumises à l'open data normalement sont des données entre guillemets définitives, mais on peut avoir besoin et intérêt à partager ces données. Donc c'est des données publiques au sens où elles sont produites par des acteurs publics, mais pas rendues publiques. On va parler non plus pas d'open data, mais peut-être de closed data. Certains d'entre vous ont l'habitude d'utiliser des plateformes pour ce genre d'échange. Je pense à l'Institut Paris Région, ça doit être monnaie courante. Monnaie, j'ai pas dit que c'était monnayé. C'est un autre sujet, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, il y a des données privées qui sont des données produites par des acteurs privés qui disposent de données qui sont ou qui seraient extrêmement utiles aux acteurs publics pour mener à bien leur mission. On prend souvent les mêmes exemples. Les données de Waze en matière de mobilité aujourd'hui, c'est des sujets sur lesquels on peut avoir des débats très très longs ou au contraire clore le débat très vite en se disant que de toute façon aujourd'hui ces données sont devenues incontournables et que ne pas les utiliser peut s'avérer y compris même peut-être déraisonnable.
Et puis, l'idée, c'est que toutes ces données puissent être mises à disposition des acteurs publics, d'où la notion d'altruisme des données. J'aurais pu rajouter un bloc qui est les données personnelles qui sont protégées par le RGPD, dont on peut imaginer qu'il y ait des démarches d'apport volontaire de données par les citoyens. On voit ça dans le domaine de la santé, par exemple. Il y a des coopératives de données de santé où des patients qui souffrent de pathologies similaires font le choix de mettre plus de données à disposition pour aider la recherche notamment. Et c'est d'où la démarche d'altruisme. Et ce qui est intéressant avec le Data Governance Act, c'est qu'il donne corps à cette démarche d'altruisme en disant il va y avoir des organismes qui vont être chargés de gérer ça. Des organismes désintéressés dont le job va être de rassembler ces données pour les mettre à disposition de celles et ceux qui vont en faire usage. Et grâce à l'altruisme des... Alors, le nom est un peu compliqué parce que du coup, on parle d'organisation altruiste ou d'organisme d'altruisme, d'organisation gestionnaire de l'altruisme. On a un peu de mal, hein, objectivement. On n'est pas encore tout à fait au bout du truc. Mais on voit bien qu'il va y avoir des organisations qui vont apparaître et on pourra, à travers des exemples très concrets, voir quel type d'organisation, qui vont devoir être référencées comme ayant ce rôle, et qui seront par ailleurs contrôlés. Et c'est peut-être le seul point sur lequel le texte qui est en cours de discussion à l'Assemblée nationale va nous aider, puisqu'il désigne l'organisme qui va être chargé de les contrôler. En l'occurrence, ça sera la CNIL. Et ensuite, les données seront mises à disposition des utilisateurs de données. Voilà un schéma qui, et je pense pour un certain nombre d'entre vous qui est dans le pilotage d'un certain nombre de dispositifs de données, qui est peut-être de nature à accélérer des choses que vous faites déjà, ou à changer profondément la donne selon l'endroit où vous vous situez dans ce modèle. Okay. Donc on voit qu'effectivement l'écosystème autour de la donnée va être amené à être un peu modifié, on ne va pas dire bouleversé, mais en tout cas modifié. Alors Jacques Priol vient de nous dresser les enjeux, les grands principes de ce texte. Thomas Menant, quelle lecture en faites-vous, et tout particulièrement des deux autres textes, le Data Act et l'IA Act? Oui, tout à fait. Merci pour l'invitation. Juste pour rebondir sur ce que disait Jacques, effectivement, lui il est parti du niveau local, moi je vais partir du niveau global. On a bien vu que les discussions qui se posent, on a parlé là en 5 minutes d'Arabie Saoudite, des États-Unis, de Chine, etc. Bref, la question elle est globale. Et donc pourquoi l'Union européenne est légitime ou en tout cas se positionne sur ces questions-là? Parce qu'il est temps de faire force commune et d'aller ensemble à une échelle européenne. Et donc l'Union européenne le fait, et pas seulement depuis 2019, elle le fait depuis longtemps. En réalité, on voit aujourd'hui des choses qui ont été entamées dans les années 2010 sur des programmes d'interopérabilité, d'abord entre organisations, ensuite avec la logique de créer un marché unique numérique européen, c'est-à-dire en fixant des règles communes, parce que c'est pas si simple que ça, commune et une culture commune autour de la data au sein de l'Union entre les pays membres. Et c'est pour ça que parfois, d'un point de vue strictement juridique, on trouve que le droit qui vient de l'Union européenne n'est pas très carré, on n'a pas le mode d'emploi, ou en tout cas il y a des marges de manœuvre. C'est aussi pour permettre à l'ensemble des États de se trouver une marge de manœuvre et de pouvoir traduire leur philosophie. Nous, on a parlé de RGPD. Moi, je le rappelle souvent, la loi de 78 en France, on la connaît tous. C'était bien avant, les principes étaient bien les mêmes, donc on doit aussi pouvoir garder notre culture. Et la volonté aussi d'intervenir, l'Union européenne n'intervient pas uniquement d'un point de vue juridique, elle intervient sur du financement extrêmement large, d'infrastructures notamment numériques, et aussi sur la facilité ou en tout cas des pratiques communes du point de vue des consommateurs. Et c'est ça ce qui me fera le lien aussi avec les deux textes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a oubliées, mais il y a quelques années, vous voyagez, on a ce qu'on appelle le roaming, vous payez très cher parce que vous passiez par hasard en Belgique. Voilà, l'Union européenne aussi est venue encadrer, fixer des règles communes à un marché intérieur d'une part, et effectivement la construction d'un modèle différent du point de vue global, c'est-à-dire de trouver un équilibre entre j'allais dire un partage libre, voire libéraliste extrême de l'ensemble des données, et de l'autre côté, une volonté plutôt de reprise en main, voire très clairement de contrôle de la population et donc des acteurs économiques. Et donc voilà, l'Union européenne, au milieu de tout ça, essaye de se construire et de nous construire un avenir commun. Pour essayer de revenir rapidement sur les deux sujets dont on a parlé, donc ce paquet de réglementation, l'idée c'est pas de forcément être très technique, mais c'est d'essayer de voir avec vous ce qu'ils contiennent.
deux sujets qui sont à la mode. Du coup, je vais commencer par le Data Act et on finira peut-être sur l'IA qui est le climax. Du coup, le Data Act, l'idée c'était effectivement ça, c'était de se dire l'Union européenne a beaucoup réfléchi d'abord à sa propre transformation interne au sein de la Commission, en mettant en place des schémas d'interopérabilité, en mettant en place de l'échange de données entre les différents pays. Ça paraît simple, mais c'est extrêmement compliqué. Et la table ronde précédente, on parlait de créer des instances de dialogue et de discussion. En réalité, il y en a une au niveau, en tout cas pour les organisations gouvernementales, et elle est importante. Et donc, on a fixé des règles à la fois pour le secteur public, sur la mise à disposition des données, ensuite sur la création d'infrastructures, etc. Et puis, on s'est rendu compte assez rapidement, effectivement, qu'on avait une zone grise, ce que nous, on avait appelé en France les données d'intérêt général, qui consiste à dire ce sont des données qui sont détenues et produites souvent par des acteurs économiques et qui pourraient bénéficier à deux typologies de personnes, soit évidemment à la puissance publique, qu'elle soit locale, régionale, nationale, peu importe, mais qui viennent, on a donné l'exemple de Waze, vous avez des exemples très précis, très nombreux. Moi j'ai souvenir dans mes précédentes fonctions où on avait rencontré Google avec la RATP, et Google expliquait, moi je sais avant vous la RATP lorsqu'il y a un incident à Châtelet. C'était ça leur... voilà. Ce qui n'était pas complètement faux. Pourquoi ? Parce que comme il y a un paquet de téléphones Android, ils arrivaient à voir la vitesse de déplacement des gens, et donc ils disaient là il y a un problème. Vous êtes la RATP, vous êtes ravis. Donc voilà, donc se poser la question, et du coup évidemment on est là pour vous aider et vous mettre à disposition ces données. Et donc se poser la question aussi de la mise à disposition de ces données-là auprès des acteurs publics. Et surtout, je vais le dire aussi, auprès des utilisateurs que nous sommes. On le voit apparaître dans le RGPD, mais c'est la vraie même solution sur la question des autres acteurs, et c'est ce que traite le Data Act, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des capteurs à peu près partout. La question, c'est comment vous accédez à des données qui ont été produites pour vous, pour votre entreprise, pour votre organisation. Comment vous pouvez récupérer ces données-là, comment vous pouvez choisir de les transmettre, qu'elles soient des données à caractère personnel ou pas, comment vous pouvez récupérer ces données, comment vous pouvez les transmettre et quelles sont les règles juridiques qui permettent ces échanges-là. Un exemple simple, alors qui en plus est plutôt d'actualité et qui devrait normalement être simplifié par ce Data Act aussi. Par exemple, il y a eu vous savez sans doute qu'il y a eu un accident grave en Italie avec la destruction d'un pont. Et donc la question c'était de savoir comment on accède aux capteurs qui sont sur ce pont et aux informations qui sont générées par ce pont. Et en réalité, par l'ensemble des ouvrages d'art au niveau italien, et c'était la même question chez nous, parce que c'était l'occasion aussi d'aller vérifier sur le terrain, ok, mais avoir des données de comparaison et le cas échéant de promettre, ou en tout cas de permettre la mise à niveau ou la mise en sécurité de ces ouvrages. En réalité, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que vous avez des droits, donc c'est-à-dire que vous avez un contrat qui va fixer les règles, à qui appartiennent ces données-là, comment les obtenir. Alors imaginez, vous connaissez la relation au prestataire qui vous dit que ça coûte très cher, etc. Après, il vous les met à disposition dans un format numérique qu'il est le seul à pouvoir exposer, etc., etc. Le Data Act, il vient essayer de répondre à ces éléments-là en disant, mais finalement, vous allez avoir la possibilité, vous, utilisateurs, alors oui, on crée une norme ou en tout cas une définition juridique différente qui sont les utilisateurs de données. On va avoir à la fois des citoyens, des entreprises et des acteurs publics qui sont des utilisateurs. Vous avez le droit d'accéder à ces données qui sont, en gros, pour faire très simple, celles des données des capteurs. Vous allez pouvoir les récupérer et choisir à qui les transmettre. Les récupérer, vous, pour les étudier, et à qui les transmettre pour, le cas échéant, avoir de meilleurs services, etc. Sur la partie citoyenne, ce n'est pas des choses qui sont très neuves. Dans les années 2010, on voit apparaître la notion de VRM par opposition au CRM. Donc le CRM, c'est la gestion de la relation client. Alors dans l'administration, on dit gestion de la relation usager. Là, l'idée, c'était d'intervertir ou de changer de paradigme en disant, finalement, la personne va pouvoir réclamer ces données qui sont disséminés partout pour pouvoir les transmettre à d'autres. C'est ce qu'on a appelé la portabilité. Un exemple, alors ça pose plein de questions philosophiques, mais un exemple qui était donné notamment, je vais prendre un exemple américain, comme ça c'est pas chez nous, un exemple américain qui était de dire je vais récupérer ma consommation d'eau, donc l'ensemble de mes données de consommation d'eau, et je vais pouvoir les injecter dans un simulateur pour trouver soit une offre commerciale plus attractive, soit avoir des conseils sur comment mieux gérer ma gestion d'eau. Et donc cette approche de VRM, c'est ce qu'on retrouve d'une certaine manière, là aussi, moi aussi j'extrapole, mais d'une certaine manière, la facilité d'action de
ces données-là et de les faire échanger à d'autres, le cas échéant, peut-être, en s'appuyant sur des acteurs altruistes. Alors du coup, est-ce qu'il y a un côté obligatoire à mettre à disposition les données qui sont issues de ces capteurs? Tout à fait. Il y a une série de droits qui sont créés, renforcés. Alors d'abord pour les utilisateurs, donc les personnes, vous avez un droit d'accès et vous avez un droit de partage de ces données-là. Donc le droit d'accès, il paraît assez logique parce qu'on pense naturellement à des données à caractère personnel et on se dit j'ai le droit d'y accéder. Mais ayez bien en tête que le périmètre n'est pas du tout le même. On est sur des données qui sont plus larges, qui peuvent, voilà l'exemple du pont que je vous donnais tout à l'heure, voilà, c'est des flux. Donc vous avez le droit d'accéder, vous, à ces données-là et de les repartager. C'est la première chose. Deuxième élément qui lui, est vraiment lié aux acteurs publics, c'est qu'en fait, on va créer un droit, alors là, pour le coup, de plein droit, pour les acteurs publics d'accéder à des données détenues par des acteurs privés lorsqu'il y a une urgence. Il faut aussi penser que ce texte, il est pris suite aussi à tout ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, où on a vu la difficulté de la puissance publique d'accéder à des données relativement simples, alors, enfin, en tout cas qui paraissaient simples, mais couvertes souvent par le secret, qui a des masques, qui n'en a pas, comment ça se passe, où sont les trajets, etc., etc. Donc à la fois la difficulté d'accéder à ses propres données, voire à les bâtir, suivre le nombre d'hospitalisations du Covid-19 dans l'administration, c'était un travail à part entière. Il fallait avoir des gens qui récoltaient ces données et les faire remonter, et d'un point de vue du politique, ou en tout cas de la politique publique, il fallait être en mesure d'accéder à ces données-là. Et donc on crée un nouveau droit qui va être, à mon sens, très intéressant, et qui consiste à dire, en cas d'urgence, elles sont, pour faire très simple, sanitaires, écologiques, pour les plus grandes, voire sociales, vous pouvez prétendre et accéder à des données. Ce n'est pas un droit de réquisition, attention, on n'est pas à ce niveau-là, mais en tout cas, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais en tout cas, voilà, c'est l'idée de pouvoir accéder à ces données-là le plus rapidement possible, et c'est un droit, de plein droit, pour les administrations. Avec ensuite, et c'est gratuit. On parlait de monétisation, ce droit d'accès est gratuit. Ensuite, il y a des logiques de pouvoir accéder en vue dans un dispositif de veille sanitaire par exemple, ou veille sur l'alimentation, et donc plutôt en prévention. À ce moment-là, pareil, droit d'accès aux données, avec cette fois potentiellement le coût, c'est-à-dire le coût de la mise à disposition pour l'industriel ou pour l'acteur concerné de ces données-là. Et donc on est vraiment sur une typologie d'accès qui émane et qui est une réponse, à mon sens, mais là c'est pareil, c'est tout à fait personnel, mais qui est aussi une réponse des difficultés rencontrées par les administrations, qu'elles soient locales, nationales ou à l'échelle européenne, sur l'accès et le partage de ces données-là en situation de crise. Je peux continuer, mais... Oui, alors je vous laisse enchaîner sur l'IA Act, qui était le deuxième texte qui effectivement sur lequel l'Europe est en train de poser des bases, en tout cas, alors de contrôle peut-être pas, de réglementation, de régulation de l'usage de l'IA. Oui, effectivement, l'IA, alors tout le monde en parle, on en a le matin au petit-déj, le midi, etc. Enfin voilà, c'est le sommet... On est sur la courbe de la hype, pour ceux qui s'en rappellent. Donc en fait, l'idée, et c'est là où l'Union européenne me semble extrêmement pertinente aussi, c'est de se saisir d'une question. Alors oui, on peut dire l'Union européenne c'est très long, ça prend des décisions, etc. Sauf que c'est très long, mais c'est capable aussi de se saisir des questions qui sont des questions qui émergent comme ça, d'un point de vue presque, on va dire. Alors quand vous n'êtes pas expert du sujet, vous dites oh là là, ChatGPT c'est arrivé de nulle part, c'est incroyable, etc. Ben voilà, l'Union européenne planchait déjà depuis les années 2020, on va dire. Le texte, lui, date de... Là, il est tout récent, donc il va sortir d'ici bientôt, on va dire, d'ici 1 an, la mise en œuvre. Et l'idée, c'était de se dire, effectivement, on va positionner... alors là aussi, c'est tout à fait personnel ce que je dis, mais on va essayer de positionner... Le RGPD, ça a été effectivement quelque chose qui a marqué le positionnement de l'Europe et qui a positionné l'Europe comme un acteur du discours sur la donnée, sur le numérique. Je pense que l'IA Act, il y a une forme de volonté un peu similaire de dire voici les garde-fous qu'on fixe. Voici comment on se positionne. Oui, on ne va pas tout interdire, mais on va réguler. Oui, il y aura des spécificités d'un État membre à l'autre, mais on a un creuset de valeurs communes qui sont des valeurs européennes et qu'on retrouve ici. Donc l'IA Act, l'idée c'est ça, c'est de dire on va essayer de se trouver et de fixer des bornes, des critères. Donc vous l'avez notamment avec une pyramide de risques et on va se dire cette échelle on la partage entre nous Européens et il y a des choses qu'on ne veut pas voir.
avec un autre élément qui me semble pertinent, ou en tout cas à soulever ici, qui est beaucoup plus macro, mais qui est de dire aussi que ces technologies-là évoluent, donc il faut envisager une gouvernance différente. Donc pareil, on va dire que d'une certaine manière, l'Union européenne appelle à la création d'une espèce de GIEC de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire un comité d'experts qui pourra alimenter les réflexions, etc. Et on parlait de lieu de débat, encore une fois, ça peut être aussi un moyen d'avoir un lieu de débat. Donc vous avez cette partie gouvernance, et puis très concrètement, parce que prosaïquement, je pense, qu'est-ce qui va vous intéresser potentiellement, c'est effectivement, l'idée c'est de réguler la mise en marché de l'IA. C'est-à-dire vraiment, c'est plutôt un texte qui va s'adresser ou qui va peser dans un premier temps sur toutes les personnes morales qui construisent et qui produisent de l'IA et qui sont arrivées très rapidement sur le marché, parfois en oubliant effectivement un peu toutes nos règles juridiques et les bases. Donc là, l'idée, c'est de leur rappeler à eux qu'ils doivent avoir une logique de traçabilité, de contrôle et surtout d'explicabilité. Ça paraît stupide à dire, mais c'est un enjeu majeur de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'à force de faire entraîner des modèles sur des données, on ne va pas se mentir, hein, les réseaux de neurones, à la fin, on ne sait pas trop comment ça marche. Même les plus grands mathématiciens vous disent il a trouvé. Voilà. Bon, et donc la question, c'est de se dire, il a trouvé quoi, comment, pourquoi. Et donc l'idée, c'est que ces entreprises-là soient obligatoirement en mesure d'expliquer comment on a trouvé ce résultat-là. Et c'est des problématiques qui sont pas récentes. Hein. Moi, j'ai travaillé, vous l'avez compris, au sein des services du Premier ministre. Vous avez sans doute eu des enfants qui rentraient en études universitaires. Voilà, vous avez fait des admissions post-bac, vous avez fait des Parcoursup, etc. Trouver les règles, alors c'est un moteur de règles, il n'y a pas d'intelligence artificielle, mais enfin, on s'est gratté la tête, mais je vous en parlerai au café, pas ici évidemment. L'idée aussi, c'était de fournir une définition juridique de l'intelligence artificielle, parce que oui, nous, juristes, on aime que les choses elles soient définies en droit. Et on râle un peu parfois, parce que voilà, des fois c'est le citoyen, des fois c'est l'utilisateur, et donc, voilà, donc l'Union européenne s'attache, alors certes, elles sont parfois un peu vagues, mais s'attache à fournir des définitions qui sont communes à tous. Et puis, surtout, on va avoir une approche graduée. Alors bon, moi, l'approche graduée, je suis assez sceptique quand on le parle là, mais là, ça pourrait fonctionner. L'approche graduée, ce qui consiste à dire, c'est de dire, vous avez la pyramide des risques, hein, c'est-à-dire vous avez des risques inacceptables pour une démocratie, et donc vous avez des traitements IA qui sont purement et simplement interdits. Lesquels, vous allez les avoir, hein, c'est tout ce qui va jouer sur les émotions des gens, donc détecter les émotions, mettre l'intelligence artificielle plus les émotions sur une logique de scoring un petit peu donc à la chinoise, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire de donner un score à la personne en fonction de ses activités. Ça, c'est niette. Pareil sur des logiques aussi de suivi policier. Donc voilà, vous avez des cadres qui sont en disant ça, cette ligne rouge, c'est non dans l'Union européenne. Et puis ensuite, vous allez avoir 3 risques. Le risque le plus bas, c'est celui de l'intelligence artificielle, on va dire basique, qui va simplement vous accompagner. Et puis vous avez des risques, alors qui sont la Commission européenne commence à les définir. Il y a une annexe qui définit les risques limités et les hauts risques. Pour faire très simple, les risques élevés, c'est très simple et c'est un peu réducteur. Je vous prie de m'excuser, mais on va vite. Ça va être plutôt les risques qui vont être liés. Justement, on parlait tout à l'heure de décisions automatisées de la puissance publique. Ça, attention, parce que l'idée, c'est qu'est-ce que va faire l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui va vous dire vous avez le droit à telle aide ou pas? Vous avez le droit, là, ça pose quand même des questions, notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, sur sa traçabilité. Et donc, l'idée, c'est à chaque fois être en mesure, côté fournisseur d'IA, on va dire ça comme ça, donc entreprise fabricante et entreprise ou en tout cas ou administration qui met à disposition ce service-là, de les forcer un peu comme sur le RGPD, à analyser les risques, à réfléchir, à se positionner et à se responsabiliser. Et ça, je pourrais vous en parler, c'est un grand changement de paradigme. Moi, je suis un juriste de formation du droit public. L'autorégulation, ça a rarement été des choses qu'on apprend. Nous, on a un régime d'autorisation, administrative, c'est contrôlé. Et nos administrations, je me permets de généraliser, en tout cas les administrations centrales, comme ça je ne prends pas trop de risques, ont un rapport au risque qui est un petit peu différent que les entreprises, par exemple. Et donc du coup, la question c'est de dire l'autorégulation. Moi, par exemple, j'ai mis en œuvre, et je continue d'appuyer des projets de mise en œuvre d'échange de données. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, ou en tout cas, on fait plus de documentation et de sécurité. On se pose plus de questions que quand c'était un régime obligatoire auprès de la CNIL. Parce qu'avant, on demandait à la CNIL elle disait ça corrigeait un petit peu, etc. Mais finalement, ça passait. Et maintenant, on dit non, mais là,
Là, vous allez d'abord réfléchir, vous, analyser avec votre propre prisme de valeur, créer les bonnes conditions juridiques et techniques, et un jour, si vous êtes contrôlé, alors vous devrez le présenter. Et ça fait fissurer, excusez-moi de l'expression, mais ça fait fissurer les juristes, d'une part, et les responsables de la sécurité, d'autre part, parce qu'on avance un peu à l'aveuglette d'une certaine manière. Et donc là, l'idée, c'est pareil, c'est aussi d'encourager, d'obliger les administrations ou les entreprises à se poser les bonnes questions. Avec des sanctions, hein, comme le RGPD, là on est aussi quand même sur une sanction. Hein, si vous n'êtes pas capable d'expliquer le dispositif ou si vous proposez des services qui sont complètement prohibés, vous vous exposez à une sanction 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc on est sur les recettes du RGPD. Merci Thomas. Alors on voit qu'effectivement au niveau européen, il y a des choses qui sont en train d'être posées. Pour autant, ces textes ne sont pas encore retranscrits en droit français, mais certains acteurs ont entamé des démarches ou des projets qui vont dans le sens de ces textes, en intégrant notamment la notion d'altruisme des données ou de tiers de confiance. Et Jacques Prial, je crois que vous avez quelques exemples comme ça un peu concrets de démarches qui vont dans le sens de ces textes. Oui, tout à fait, des démarches locales qui ont anticipé en fait ce texte et qui attendent d'ailleurs beaucoup de la mise en œuvre de ce texte et qui pourraient un petit peu peut-être faciliter la tâche. Je reviens sur le terme de données d'intérêt général et tout à l'heure, la table ronde c'était données d'intérêt régional. Il y a eu un débat lors de l'adoption de la loi pour une République numérique en 2016 autour de cette notion de données d'intérêt général. Thomas le rappelait. Et ce qui est intéressant, c'est pas de lire la loi, c'est de lire le débat parlementaire. Parce que tout au long du débat, les députés, les sénateurs parlaient de données qui revêtent un caractère d'intérêt général, ce qui dans le sens commun veut dire des données qui sont utiles à la décision publique, et on pensait aux données des acteurs privés. Mais on n'a pas voulu aller jusque-là. Il y a eu un rapport avant un peu célèbre, le rapport Trojet, et on a dans la loi dit que la donnée d'intérêt général, en fait, c'était de la donnée produite par des acteurs publics. Alors des grands acteurs publics, l'INSEE, l'IGN qui était présent tout à l'heure, Météo France demain matin, etc. Et on n'a pas été au bout du sujet. Et on n'a pas voulu, parce que là c'est aussi les spécificités du droit français, aller jusqu'au bout du sujet qui aurait pu nous conduire à dire qu'il y a des données, non pas d'intérêt général, mais d'utilité publique. Et quand on dit utilité publique en droit français, ça veut dire derrière expropriation, processus obligatoire, etc. Mais en fait, on est en train d'y venir. On est en train d'y venir parce qu'on est en train de séparer des données qui, de par certaines législations spécifiques, vont devoir être mises à disposition. Je pense à des données de type énergétique, par exemple, des données mobilité. Il y a la loi mobilité, la dernière loi mobilité, qui prévoit la mise à disposition obligatoire d'un certain nombre de données, quel que soit le statut du producteur initial. Et puis, on va couvrir le spectre complet du sujet avec cette notion d'altruisme des données. C'est de donner aux acteurs publics qui vont porter un projet global, seuls ou avec des partenaires, qu'ils soient publics ou privés, un véhicule, un levier, un cadre juridique pour pouvoir accéder à des données. Certains ont commencé à le faire. Vous avez là quelques exemples sur une carte de France. Je vous dis un mot du Climate Data Hub. Le Climate Data Hub, c'est une démarche lancée au départ par des partenaires, des acteurs de la région Centre-Val de Loire, le conseil régional étant un petit peu pilote, pour créer un groupement d'une trentaine d'acteurs publics et privés qui se disent on va essayer de trouver ensemble un mécanisme pour mettre en commun des données qui sont utiles sur le sujet climatique, Climate Data Hub. Ils ont pris du temps, ils ont travaillé sur des conditions juridiques, des conditions éthiques, des conditions techniques, où est-ce qu'on va les mettre ces données, sur des conditions économiques, quel modèle économique pour que tout ça, ça puisse fonctionner. Et ça s'est terminé il y a quelques semaines maintenant par la signature d'un objet juridique un petit peu du droit mou, là, que l'Europe aime bien mais que la France ne sait pas toujours très bien gérer, en tout cas la France en droit public local, un accord de consortium. Donc un accord de consortium qui fait que ces acteurs ont décidé de travailler ensemble. Il y a un petit peu de financement de France 2030, j'y reviendrai après parce qu'on va parler des financements européens pour mettre tout ça en place. Il y a un accord de consortium qui a été signé, des acteurs qui se sont mis d'accord sur un certain nombre de règles minimales pour mettre en commun des données, les exploiter ensemble dès lors que ça va apporter et construire des outils au service de la lutte contre le changement climatique et de l'accompagnement des territoires. De façon plus macro, je vous dis un mot de Brest. Et l'exemple va intéresser nos hôtes à l'Institut Paris Région parce qu'il se trouve qu'à Brest, ils n'ont pas fait un accord de consortium, ils ont pris un outil juridique qui existe et c'est l'agence d'urbanisme qui a été retenue pour être le tiers de confiance
dans lequel, et je vais vous prendre un sujet très précis, des acteurs publics et des acteurs privés ont décidé en confiance de mettre en commun des données sur une finalité d'intérêt général très précise. C'est un outil, alors c'est un prototype, mais de modélisation prédictive et de prévention de la précarité énergétique. Donc c'est des sujets qu'on connaît assez bien, surtout depuis l'hiver dernier. Il y a des acteurs publics majeurs sur le sujet, Enedis, GRDF par exemple. Mais là, ils ont été plus loin. Ils ont décidé de mettre ensemble des données qui viennent de Enedis, GRDF, donc des gens qui ne payent pas leurs factures, on va essayer de modéliser ça. Les bailleurs sociaux, qui sont soumis à des réglementations particulières en matière de gestion de leurs données, pour plein de raisons, y compris parce qu'il y a quelques années en arrière, la CNIL avait dû mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Le CCAS, qui va partager des données du Centre communal d'action sociale, et un groupe bancaire privé, Arkea. Alors là, ça devient intéressant. Je vois les yeux qui se lèvent là. Les banques, elles ont des données extrêmement intéressantes, mais on ne peut pas y accéder n'importe comment. C'est réglementé, bien évidemment. Et là, le sujet, ça a été de créer un cadre dans lequel des données émanant d'un groupe bancaire, du CCAS, des bailleurs sociaux, des énergéticiens, peuvent être mis en commun pour faire tourner des algos, pour définir les modèles de situation, les typologies de foyers, de quartiers, de situations de précarité énergétique, pour pouvoir ensuite identifier, comme on dit dans le marketing, les look-alike, les gens qui vont avoir le même profil, auprès desquels on va peut-être pouvoir mettre en place des politiques de prévention. C'est extrêmement intéressant, mais on n'a pas de cadre juridique pour faire ça. Et tel que je vous l'ai décrit là en 2 minutes, vous voyez tous les clignotants RGPD qui s'allument. Mais on sait faire. On sait faire en créant un cadre avec des processus, on a parlé d'anonymisation dans la table ronde précédente, etc. Il y a plein de choses possibles, mais on n'a pas le cadre global pour le faire. Eh bien, le cadre global, c'est probablement l'altruisme des données. Et peut-être que cette agence d'urbanisme sera demain un organisme d'altruisme des données, tel que le Data Governance Act nous propose de le faire. Je dis peut-être parce qu'il n'y a pas de décisions qui sont prises, mais en tout cas, c'est une réflexion qui a été engagée. Peut-être qu'après-demain, l'Institut Paris Région, au-delà de son rôle d'expert de la donnée, de producteur d'analyse, de collecteur de données, tout à l'heure, le directeur général évoquait le fait que vous êtes considéré comme un acteur de confiance, un tiers de confiance, un tiers de partage de données. Est-ce que demain, ça peut aller jusque-là? C'est extrêmement riche, extrêmement intéressant. Ça marche à grande échelle, ça marche à petite échelle. Et donc, on voit aujourd'hui, dans l'entrée en vigueur, alors moi je ne parle que d'une petite disposition, mais c'est de mon point de vue celle qui va avoir le plus d'impact pour les territoires, des ouvertures avec l'entrée en vigueur de ce Data Governance Act. Je rajoute un dernier point, qui est les financements européens. En préparation actuellement, il y a la convergence de plusieurs choses. D'abord de la mise en œuvre de l'altruisme, ensuite des questions de souveraineté pour créer des espaces de données avec des données européennes pour entraîner des algorithmes européens qui vont servir le business, parce que c'est aussi un marché, mais aussi l'intérêt général. Des règles, Thomas a évoqué le fait que l'Europe travaille depuis longtemps sur l'interopérabilité, sur des standards techniques de données. C'est des sujets qui sont peut-être très lointains, mais si on arrive à les mettre en place au niveau européen et qu'on les applique au niveau local, derrière on va pouvoir partager et échanger des données. Je prends un sujet très technique, l'éclairage intelligent. On en a parlé partout cet hiver, parce que quand on met l'éclairage intelligent, on fait des économies d'énergie. Quand l'énergie fait x5, je ne parle même pas de l'impact carbone et transition climatique. Aujourd'hui, les standards de gestion de l'éclairage intelligent sont différents d'une ville à l'autre, sont différents d'un opérateur à l'autre. Et les grands opérateurs d'éclairage français, ils sont plutôt bien placés, bien connus. Ils ne se parlent pas entre eux. Et puis au bout du bout, quand on gratte, on se rend compte que les standards qui sont utilisés, pour l'essentiel, sur l'éclairage, c'est des standards américains. Et sur les caméras de vidéoprotection, c'est des standards chinois. Il y a des vrais enjeux autour de tout ça. Et l'Europe est en train de lancer, pour vous, pour nous, pour les territoires, un projet qui s'appelle, en français d'abord, DS4SSCC, DS4SSCC, Data Space for Smart and Sustainable Cities and Communities, qui est un programme qui vise à créer des espaces de données. Et pour qu'il y ait des espaces de données européens, il faut d'abord qu'il y ait des espaces de données locaux, peut-être régionaux. La question a été posée dans la table ronde précédente. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec le fait de dire que l'échelon régional est nécessairement l'échelon incontournable. Il peut y avoir des poupées gigognes, mais en tout cas, il faut créer des espaces de données. Et ce programme DS4SCC est en train d'arriver, va bientôt être sorti sous forme d'un appel à projet pour faciliter la création d'espaces de données dans lesquels on va mettre tout un tas de données produites par les acteurs publics. Je reviens à mon schéma de départ, produites et
peut-être déjà en open data, produites par les acteurs publics mais qui ne sont pas en open data, et puis produites par des acteurs privés dans des territoires et qui ont une utilité d'intérêt général. Donc d'une certaine manière, la boucle va être un petit peu bouclée, et les acteurs que j'ai cités, que ce soit le Climate Data Hub, que ce soit le projet de Brest, j'aurais pu vous parler d'Equitia et du Data Space d'Occitanie, de Data Grand Est et de quelques autres, tous ces territoires qui ont anticipé un petit peu l'arrivée de ce règlement européen regardent évidemment avec grande attention ces appels à projets qui pourraient booster la mise en place de ces espaces de partage de données à grande échelle au service de l'intérêt général et des territoires. Et vous, Thomas, avec Numéricité, vous accompagnez aussi des acteurs autour de la donnée. Est-ce que vous avez, comment est-ce que vous anticipez un petit peu ces textes avec vos échanges avec vos partenaires ? Oui, alors c'est vrai qu'on accompagne, et dans notre vie d'avant, on était chargé aussi de mettre en place, voire d'écrire ces textes-là. Effectivement, il n'y a pas de texte clé en main, mais ça c'est le juriste qui va vous répondre. Il n'y a pas de texte clé en main qui vous dit voilà le mode d'emploi et vous allez cocher toutes les cases. Mais vous savez très bien, ici on est au sein d'une agence qui a beaucoup de missions, mais qui notamment touche à des questions qui touchent à l'urbanisme, voire même à la construction. Vous connaissez la liste des références. Plus elle est détaillée en droit, plus elle est figée, et moins vous avez l'opportunité de vous créer un peu d'espace et donc de liberté et donc sans doute d'innovation. Donc en réalité, je pense que à l'insu de leur plein gré peut-être, mais beaucoup d'acteurs publics, notamment en France, on est là, oui, on est nul, on est en retard, etc. En fait, se sont posé la question d'un point de vue territorial pour trouver des alliances, des coalitions, appelons ça comme vous voulez, qu'elles soient au niveau national, au niveau local, et effectivement la question aussi de l'interopérabilité est criante, parce qu'en réalité sur des questions d'éclairage, parfois vous avez plus de proximité avec une ville voisine en Allemagne qu'avec Pau, je ne sais pas pourquoi je cite Pau. Donc voilà, donc nous on les accompagne là-dessus, on travaille là-dessus, mais ce qu'il faudrait dire aussi à mon sens, en tout cas ça, j'ai pas du tout parlé de ce que je fais en vrai, c'est parce que je suis pas là pour vendre quoi que ce soit, mais c'est que on sait faire des choses depuis les années 2010. Il y a eu des projets, alors on parlait, là Jacques expliquait ce qui a été fait au niveau local très récemment. Vous avez des projets en 2010, 2013 de restitution des données sur un territoire, notamment ici en Île-de-France, à des citoyens sur leur mobilité, sur leurs habitudes de consommation. Donc vous aviez Carrefour notamment, vous aviez des banques, etc. L'idée c'était de leur dire voilà ce qu'on peut savoir de vos déplacements, voilà comment on peut vous accompagner ou vous aider à améliorer votre vie quotidienne. Et donc c'est vraiment cette approche aujourd'hui qu'on voit revivre. Je crois qu'en début d'après-midi on vous racontera ce qu'on peut faire avec des vélos connectés. Voilà, Île-de-France Mobilité a des choses à raconter là-dessus. Il y a des choses qui sont faites, on sait échanger de la donnée fortement, on sait les accompagner. Et oui, alors c'est vrai que la partie ingénierie de projet, si j'ose dire, c'est-à-dire les conditions techniques, juridiques, éthiques, elles sont difficiles, elles sont souvent denses la première fois parce qu'il faut toujours, on attend toujours que le voisin essaye, toi Grand Est. Et puis après nous, on peut dire bon, on va se mettre dans le sillon. Mais voilà, donc ça c'est très long, mais ça fonctionne. Et vous avez plein aujourd'hui d'initiatives, que ce soit très très, très local, d'échange de données. Vous avez des réflexions aussi au niveau national du coup, parce que je vais vous faire le contre-pied national, comme ça on aura eu chacun notre casquette. Vous avez des réflexions aujourd'hui par exemple sur tout ce qui est la sécurité alimentaire. On a vu, vous avez sans doute entendu la courant de l'été sur le rappel de produits plus ou moins variés, on va dire ça comme ça, de la part des qui avaient été distribués. Et, voilà. Et aujourd'hui, on a quand même un vrai sujet de fond qui est de dire, mais en réalité, bon, à part la fichette qui est mise à côté du produit en magasin, donc ça sous-entend quand même que vous allez dans la même période, au même endroit, acheter le même produit. On peut discuter, voilà. On ne sait pas toucher le consommateur. On ne sait pas lui dire, voilà, potentiellement, vous avez acheté tel produit, vous avez été en tout cas, jetez-le ou ramenez-le. Et pareil, l'indemnisation, elle est extrêmement compliquée. Vous allez vous demander de vous faire rembourser. Et donc, c'est des choses qui sont réelles. On parle, je crois que c'est 20 000 produits rappelés sur les 2 dernières années. Et donc là, se posent des questions aujourd'hui au niveau national de coalition, je vais dire, en avance de phase, d'une certaine manière, avec les acteurs, soit bancaires, un tout petit peu, mais essentiellement de la grande distribution, et les producteurs, pour leur dire, OK, comment on met ensemble des données qui sont des données urgente à un instant T. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de voir les choses en flux. C'est un peu la différence. C'est-à-dire, on ne sait pas forcément de créer des grands gisements de données qu'on saura
on aura envie, tous, voilà, super, on va pouvoir suivre les habitudes. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est en flux, à un instant T, vraiment en réactivité, être capable de transformer ces choses-là et d'aller toucher la personne le plus rapidement possible. Et l'autre approche, qui viendra à mon avis dans quelques années, parce qu'on a le cadre juridique, mais c'est aussi compliqué, c'est ce qu'on a appelé la proactivité. Donc là, c'est plutôt pour les acteurs publics, mais qui va consister à dire, vous êtes sur un territoire, vous pouvez bénéficier d'une aide. Vous pouvez bénéficier, je sais pas quoi, d'une aide au logement, vous pouvez bénéficier de la rénovation, etc. C'est-à-dire de porter à la connaissance du public des dispositifs. Mais pas vous dire, allez voir sur le site x.fr ou .gouv.fr et vous allez tout trouver sur MaPrimeRénov', vous verrez, c'est génial. Non, l'idée c'est que l'administration elle agisse de manière proactive et elle dise voilà, j'ai récupéré les données, je vous informe que j'ai récupéré des données qui me permettent, grâce à différents partenaires, et donc je vous dis qui me permettent de vous dire si d'après votre situation familiale ou d'après votre situation économique, vous pouvez bénéficier de ce dispositif. Et donc c'est complètement un autre truchement. Alors là, ça pose énormément de questions, mais c'est aussi l'autre sujet qu'on voit arriver pour essayer de vous donner. Et ça, au niveau local, ça marche aussi beaucoup, quoi. Merci beaucoup, Jacques Priol et Thomas Menant. On a le temps pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, bonjour, Sabine Muller, de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire en Seine-et-Marne. Déjà, je vous remercie de parler de ça, parce que là, je découvre... voilà, je ne connaissais rien du tout et j'ai appris des choses. Et du coup, ma première réaction, c'est la notion d'altruisme des données. Ça, franchement, je n'avais pas pensé. Et donc, l'idée d'avoir un tiers de confiance, c'est ça. De ce que je comprends, c'est quand même un tiers qui va avoir un pouvoir de diffuser, de rendre l'accès possible à des données. Et peut-être vos présentations l'ont pas évoqué parce qu'il fallait faire vite, mais du coup, je me demande quand même, qui dit pouvoir dit politique. Et il y a une validation politique à obtenir quand même à un moment, et où c'est prévu. Et en plus, je revois le sigle de la journée, c'est data citoyen. Il y a quand même une notion, j'espère, pas seulement technique et administrative, mais aussi politique d'organisation d'un pouvoir et de contrôle par des citoyens dans le processus. C'est vraiment une question complètement brûlante d'actualité pour les acteurs dont j'ai cité les noms, parce que comme ils ont engagé des démarches visant à créer un cadre de confiance, un cadre dans lequel le partage de données se fait avec des élus à la tête des collectivités qui sont concernés, ils attendent du cadre européen qu'on leur consolide un petit peu tout ça et qu'il y ait des règles du jeu. J'ai deux manières de vous répondre. D'abord, si je reste sur le plan juridique, nous avons fondé beaucoup d'espoir, à tort, je vais en dire un mot, sur une loi de transposition. C'est un règlement européen. Pour ceux qui se rappellent de leur cours de droit, la transposition, elle est automatique. Il n'y a pas besoin de loi de transposition. Mais en France, on aime bien malgré tout faire des lois. Il se trouve qu'il y en a une. Je vais en dire un mot. Donc, avant de parler de la loi, il y a le cadre de travail que les acteurs publics concernés vont mettre en place. Je vais rester une seconde sur l'exemple des collègues de Brest. Donc, à Brest, la métropole s'est dit, au départ c'est la métropole qui dit je voudrais un système dans lequel on puisse accéder à des données pour améliorer l'efficacité de nos politiques publiques, y compris donc des données produites sur les territoires par des acteurs privés. J'ai cité l'exemple d'une banque, c'est le groupe Arkea, je peux le citer, il y a quelques acteurs comme ça, nationaux, il y a la Maïf qui fait beaucoup de choses, il y a un certain nombre de grands acteurs nationaux qui font ça, puis au niveau local il se passe des choses aussi. Ça peut être des coopératives agricoles, il y a plein d'acteurs qui sont susceptibles de mettre des données utiles à disposition dès lors qu'on leur montre que c'est utile à l'intérêt général et qu'ils veulent participer au développement de leur territoire. Et la métropole de Brest s'est dit, on va fixer des règles éthiques. Et ils ont adopté une charte éthique de la donnée. Et il se trouve qu'ils ont fait le choix de la faire rédiger par des citoyens. C'est le seul territoire en France qui a organisé une conférence de consensus
donc avec des méthodologies assez rigoureuses, un contrôle de la Commission nationale du débat public, pour dire à des citoyens, écoutez, on s'apprête en tant que service public, après tout Google, Amazon et les autres, Netflix, utilisent vos données tous les jours, nous aussi en tant que service public, on voudrait les utiliser, mais sous certaines conditions. Dans quelles conditions est-ce que vous accepteriez que l'on utilise plus de données pour l'intérêt général? Et c'est les citoyens qui ont rédigé dans cette conférence de consensus une charte éthique de la donnée qui est en ligne. Il y en a d'autres, des chartes éthiques de la donnée aujourd'hui dans les territoires en France, il y en a une vingtaine. Mais celle-là, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle est hyper simple. Et une des raisons pour lesquelles elle est hyper simple, c'est qu'elle a été écrite par des citoyens. Moi, je vous en recommande la lecture. Ça ne veut pas dire que c'est le modèle à suivre, mais une fois qu'ils ont dit ça, ils se sont dit il faut qu'il y ait quelque part un espace, un cadre dans lequel ces données soient rassemblées. Et vous avez raison, c'est des enjeux de pouvoir et il peut y avoir un enjeu politique. Et ils se sont dit mais si c'est nous, la collectivité, qui les récupérons, ces données, ça va poser un problème de perception, de compréhension, par les citoyens, par des acteurs publics, peut-être par des entreprises qui vont dire d'accord, on met les données à disposition, mais est-ce que vous êtes bien sûr que... Et c'est pour ça qu'ils ont fait appel à un acteur de la data qui est présent sur le territoire, qui est leur agence d'urbanisme. Il y en a un certain nombre aujourd'hui en France, ça a été évoqué tout à l'heure. C'est pas totalement son job. Le job de départ de l'agence d'urbanisme, c'est plutôt d'analyser des données, de produire des documents, des études, des schémas pour le compte de ses adhérents et pas nécessairement d'être le réceptacle de la démarche. Mais là, ils ont joué le jeu. Il y a eu une convention qui a été signée et pendant 2 ans, c'est l'agence qui va essayer de créer cet espace, ce système, ce modèle dans lequel il y aura de la régulation, dans lequel il y aura du contrôle citoyen, dans lequel il y aura du consensus politique. On ne va pas évacuer la dimension politique. Il s'agit de mettre des données au service des politiques publiques, mais du consensus. Et souvent, les agences peuvent être l'un des acteurs qui vont émerger là-dessus. Il y en aura d'autres. J'ai parlé très brièvement, j'ai juste évoqué Equitia. Equitia, certains d'entre vous connaissent peut-être sous un autre nom, c'était Occitanie Data au départ, une association en région Occitanie qui rassemblait des acteurs publics et privés et qui est en passe, le projet a été déposé, je crois qu'il attend simplement une signature ministérielle, de se transformer en groupement d'intérêt public. Ça devient un GIP. Donc le principe du GIP, pour les uns et les autres, il y a des acteurs publics, des acteurs privés à l'intérieur. La gouvernance est majoritairement publique. Le secteur public garde 51% des voix. Même si c'est que 20% des acteurs, ils gardent 51% des voix. Et il y a l'idée d'avoir un GIP pour gérer de la donnée au service de l'intérêt général. Ça peut être une autre approche. Juste un mot. Ça, c'est ce que certains territoires et certains acteurs publics ont commencé, et certains partenaires privés ont commencé à réfléchir, j'allais dire tout seuls dans leur coin, sans que ce soit péjoratif aucunement. Et ils attendaient peut-être de la loi de transposition qu'elle leur dise un petit peu comment faire les choses. Malheureusement, c'est un petit peu le coup de gueule de la matinée pour ce qui me concerne. Donc cette loi sur le data, qui est la loi dont on a entendu parler pour d'autres sujets, c'est la loi sur la sécurité numérique, qui est en cours de discussion à l'Assemblée nationale. Et je salue notre collègue Khadija Kazouz du cabinet Parmavocat qui est avec nous, qui a travaillé sur l'analyse de ce projet. Il y a une étude d'impact qui fait 300 pages sur cette loi. Il y a un paragraphe de 5 lignes sur l'altruisme des données. Cette dimension a été totalement... je sais pas quoi, elle a disparu des radars de celles et ceux qui ont préparé les textes au niveau français. La dimension du marché de la data, la dimension économique, les dimensions liées au Data Act dont Thomas a parlé ont été par contre scrupuleusement décortiquées, mais la dimension altruisme des données a été complètement zappée par notre législateur. On pourrait dire d'un point de vue juridique, c'est pas grave puisque de toute façon le règlement il est d'application directe, mais c'est quand même vachement embêtant. Voilà, donc on espère qu'on va pouvoir y revenir et que rapidement vont émerger à travers les GIP, à travers les agences d'urbanisme, à travers d'autres modèles, des modes opératoires qui permettent de respecter l'esprit de ce texte européen qui est aujourd'hui en application et de répondre aux besoins et aux attentes des acteurs publics locaux qui essayent de se dépatouiller avec ces volumes de données de plus en plus importants. Et en plus, pour y faire de l'intelligence artificielle, ce qui rajoute de la complexité. En fait, on l'a vu dans la conférence précédente, mais on le voit aussi dans la vôtre. En fait, la nécessité de mailler des données de niveau régional, national, international, avec les problèmes que posent les échanges de données qui ne sont pas dans des formats compatibles. Bien souvent, je pense par exemple à l'IoT, l'Internet des objets, où il n'y a pas un format, mais il y a plein de formats différents qui ne sont pas compatibles. Est-ce qu'on voit se dessiner au niveau européen
des standards dans ce sens, au moins au niveau européen, parce qu'on sait qu'effectivement, il y a des acteurs qui ont intérêt à garder leur format propriétaire pour protéger leur business, et en même temps, il y a des acteurs publics qui en voient l'intérêt pour pouvoir justement collaborer au niveau régional, national, puis international. Bon, oui, je vais tâcher de répondre. N'hésitez pas à me corriger au besoin, mais effectivement, il y a des travaux qui sont entamés, alors qui sont souvent longs parce qu'en réalité, vous avez deux étages à la fusée. Vous avez un étage d'abord entre industriels. L'idée, c'est aussi qu'ils se mettent d'accord, si possible, entre industriels et si possible entre industriels européens, parce que la question aussi, c'est de dire les objets connectés, ils viennent pas beaucoup de l'Union européenne, en tout cas là, les fabricants. Donc se pose la question d'abord au niveau des industriels européens de comment, de leur faire comprendre qu'ils ont un intérêt eux aussi à ce que leurs données soient enfin en tout cas que leurs capteurs soient interopérables et donc fonctionnent. Donc oui, il y a des travaux en cours. Il y a aussi des travaux de normalisation au sein des grandes instances de normalisation qu'on connaît comme ISO, etc. L'idée, c'est aussi de fixer des cadres communs de fonctionnement. Je suis incapable de vous donner une date d'atterrissage honnête sur ces questions-là, surtout que pendant très longtemps, et c'est toute la difficulté de la matière, c'est-à-dire que là, on vous a présenté des cadres tout à fait généraux qui posent effectivement plein de questions sur comment ils vont être mis en pratique, mais qui sont très généraux et qui fixent un cap commun. Et puis ensuite, vous allez avoir une série de réglementations sectorielles et une série d'industriels qui sont, certes, s'ils ont parfois une compétence très large, ont des approches aussi sectorielles. Jacques l'a expliqué sur l'éclairage public. Donc en fait, les poupées russes, elles se mettent à ce niveau-là. L'idée là, c'est que cette obligation générale et la création d'un droit force, si vous me permettez l'expression, impose ces acteurs-là à se mettre sur la table et à faire florès de ces constats et de ces cadres d'interopérabilité. Dernier élément peut-être plus pragmatique, on va dire ça comme ça, il faut aussi penser, et peut-être rénover, ou en tout cas penser l'achat public, je parle des acteurs publics pour la majorité d'entre vous, je suppose, l'achat public comme étant un vecteur d'interopérabilité ou un vecteur de modernité. Alors, je ne sais pas s'il y a des acheteurs, moi je n'ai pas toujours été d'accord avec eux, etc., etc. Pourquoi ? Parce que quand vous allez passer la commande publique, quand vous allez acheter, si vous ne pensez pas dès le départ au sort des données ou au sort de ce qui aura été produit, en fait, d'une certaine manière, l'autorité publique peut ou est amenée à perdre la main, à se délester. Parce que c'était pas dans le contrat. C'était pas dans le contrat. Moi, j'ai fait une réponse avec mes standards, etc., etc. Donc il y a aussi, et alors là pour le coup c'est un vrai travail. Alors ça pourrait être une autre table ronde, donc je vais pas l'ouvrir. Mais il y a aussi la question de penser l'achat public comme étant un vecteur contractuel, donc juridique, d'imposer une voie des industriels. Parce que si vous êtes plusieurs collectivités d'envergure à demander les mêmes formats, les mêmes données, ou en tout cas la même granularité de données, ils auront un intérêt industriel à le suivre. Et donc souvent on l'a vu par le bas. Donc je me permets de vous faire une réponse par le bas, mais des travaux sont en cours par le haut. Oui, simplement peut-être pour compléter, dire que globalement sur le sujet de l'IoT, enfin tous les équipements de la ville intelligente pour essayer d'être un peu global, je pense que sur ce sujet-là, l'Europe en général, la France en particulier, on est quand même à la ramasse. Il y a plein de sujets sur lesquels c'est très positif, mais on l'a vu dans le rapport qu'on a remis au gouvernement sur la Smart City. Quand on voit comment fonctionnent les comités de standardisation aux États-Unis ou au Canada, dont on peut se dire c'est une approche libérale, donc c'est les entreprises. Non, pas du tout. Il y a des comités de standardisation qui produisent sur chacun des domaines des normes et des standards en matière de données qui sont extrêmement rigoureuses. Alors je parle même pas de la Chine. Et aujourd'hui, on a, tu disais les industriels, mais quand on voit que sur un même sujet, j'évoquais l'éclairage tout à l'heure, on peut parler de la gestion des parkings, on peut parler de la gestion de l'eau, on va parler de l'ensemble. Écoutez, je le dis de façon sympathique, mais les compteurs Linky, il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce qu'on vient de me nommer au comité de mission d'Enedis. Mais l'hiver dernier, quand beaucoup de villes se sont réveillées avec l'augmentation du prix du kilowatt et se sont dit on va commencer à surveiller un peu plus nos consommations d'électricité, quand les maires de communes de taille petite ou moyenne
nous appelle en nous disant « aidez-nous à récupérer les données de nos consommations énergétiques ». Et qu'on dit « mais attendez, vous avez des compteurs Linky ou pas ?» Parce que maintenant, ça y est, c'est déployé, il y a eu des polémiques et tout, mais maintenant, ça y est, l'outil existe. « Ah oui, on a des compteurs Linky, mais alors vous les avez les données ?» Ben non, on les a pas. C'est quoi le problème? Il y a deux problèmes. Il y a un premier problème, c'est que sur une ville où on va avoir 20 compteurs Linky, on peut avoir des fichiers de données où on sait simplement que ces 20 compteurs, ils sont rattachés à telle ville, on a juste identifié le client qui paye, on ne sait pas dans quel bâtiment et quel compteur. Ça peut paraître trivial, mais en fonction de qui les a posés, comment, à quel moment, c'est une réalité. Et puis en fonction du moment où on l'a posé, il y a 2 standards de données qui sortent des compteurs Linky. Et il y a une manip à faire pour les rapprocher, c'est pas insurmontable. Mais quand on est le service qui gère les factures d'électricité de la commune de 12 000 habitants, c'est insurmontable. Donc tous ces sujets-là, ils sont éminemment devant nous. C'est un enjeu très important. Nous avions recommandé dans le rapport remis au gouvernement il y a 2 ans qu'il y ait un comité Théodule, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas qu'on crée quelque part une instance pour réfléchir sur la standardisation de l'IoT, de la Smart City, avec les industriels. Je ne suis pas tout à fait sûr que les industriels étaient d'accord, mais bon, en tout cas, on en avait fait la recommandation et on avait suggéré, parce qu'on a remis notre rapport juste avant le début de la présidence française, que ce sujet soit porté au niveau européen, au-delà de ce qui existe, parce qu'il y a un programme global de standardisation aujourd'hui au niveau européen qui est très intéressant, qui porte à la fois sur les standards de données et sur les standards des processus qui conduisent à l'exploitation de ces données, ce qui est sans doute une manière très habile et moins technocentrée de gérer le sujet. On parle même de standards dans la relation aux citoyens, aux usagers par rapport à la question de madame. On voit émerger des standards de transparence sur les usages de la donnée qui peuvent être des axes qui nous différencieront d'un certain nombre d'autres modèles. Oui, Emmanuel Bavejo, je me permets d'intervenir en tant qu'évaluateur moniteur de la Commission européenne. Alors, la Commission européenne, c'est l'organisme qui agit opérationnel. L'Union européenne, c'est l'organisme qui est législatif et pilote les projets. D'abord, je tiens à vous exprimer tous mes remerciements et toutes mes félicitations. Ce que vous dites est absolument compatible avec ce que fait la Commission européenne, en particulier sur l'Intelligence Artificial Act. Alors, moi-même, j'ai à intervenir sur des projets d'obédience universitaire et industrielle. Ce que je peux vous dire, ça, c'est une information de première main, je dirais pas officielle, mais de première main, c'est que nous autres experts, nous avons déjà l'ordre d'utiliser et d'appliquer l'Intelligence Artificial Act à titre expérimental, disons depuis janvier de l'année dernière. Bon. Moi-même, je suis homologué IAI, donc là, du point de vue réglementaire, vous voyez, il y a toujours des protocoles assez lourds à la Commission européenne, pour le meilleur et pour le pire. Donc c'est quelque chose qui marche. Et effectivement, je dois dire que la Commission européenne et l'Union européenne sont plus réactifs que d'habitude. Vous voyez, on est opérationnel. Je répondrai à madame. Vous avez déjà des choses très concrètes qui sont faites. Bon, je crois qu'on a tous une carte vitale. Bon, on a travaillé, l'Union européenne a travaillé avec la France, notamment, avec tous les autres pays. Vous avez des cartes d'entrée européennes qui existent. Vous mettez sur votre site Amélie, Caisse nationale d'assurance maladie, vous avez votre carte européenne qui vous est envoyée une semaine après, et cela marche dans les hôpitaux allemands, dans les hôpitaux de l'Union européenne, en tant que clé d'accès, pas en tant que... Bon. Je me permettrai juste une remarque aussi. Il y a 130 milliards, Ursula von der Leyen a fait voter un budget de 130 milliards d'euros sur l'innovation, l'industrie et l'université pour essayer de rattraper notre retard. Nous sommes en retard, nous perdons la guerre là-dessus. Bon. La France n'est pas la meilleure élève. Moi, je fais du prosélytisme. N'hésitez pas au niveau des collectivités territoriales, madame, de vous investir, d'investir. Je me suis amusé. Avant de venir ici, j'ai regardé la carte de la réponse française sur les subventions européennes, sur les points Wi-Fi, les points d'accès Wi-Fi, ce que pèse la France est une zone blanche. Bon, donc là, il y a des budgets à prendre. Madame Retailleau insiste très souvent sur le fait qu'on est en retard au niveau de la recherche publique sur les aides européennes. On a fait des progrès sur les aides à l'innovation industrielle, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc pour le Conseil régional d'Île-de-France, je pense qu'il y a des gens ici. Pour les industriels, tous les acteurs, bénéficier de ceci. Je crois que l'Europe est en ordre de marche. Merci. Et bien, du coup, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous. Merci à nos invités d'avoir été présents pour cet échange.
Et pour ceux qui restent avec nous pour la suite de la journée, on se retrouve à 14h pour une très belle table ronde sur le cycle de la donnée avec Olivier Vacheret d'Île-de-France Mobilité. Et pour ceux qui se sont inscrits, on se retrouve dans le hall pour le déjeuner. Bon appétit à tous.